Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h essentiellement consacré à l'actualité politique au Burkina avec le coup d'État de ce 30 septembre, le deuxième porté par le MPSR en 8 mois, mais cette fois avec en tête le capitaine Ibrahim Traoré. Nous vous proposons le portrait de l'homme de 34 ans également, un retour sur la gestion du pouvoir de son prédécesseur, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. L'attaque de Gaskindé dans le Sahel qui a suscité des manifestations à la veille du coup d'État est fermement condamnée par l'Union des chauffeurs routiers du Burkina, UCRB, dans une sortie médiatique. Elle a indexé les autorités de la transition notamment pour une mauvaise organisation sécuritaire, un silence sur le drame et tous les dégâts matériels enregistrés. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Situation à nouveau confuse à Ouagadougou ce matin. Des tirs ont été entendus il y a quelques instants donc au centre-ville, aux environs de la primature et du Grand Marché. Des dispositifs militaires sont déployés tout autour, nous indique notre reporter que nous avons déplacé sur place. Nous revenons donc sur le capitaine Ibrahim Traoré, 34 ans, qui est le nouveau leader du mouvement pour la sauvegarde et la restauration MPSR, à l'origine du coup d'État de ce 30 septembre au Burkina, le deuxième du même mouvement, en 8 mois, qui a renversé ainsi le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Ce dernier aurait trahi l'idéal du MPSR, comme il a été dit dans le discours des putschistes à la télévision nationale. Ce discours qui a annoncé la suspension de la transition, la suspension de la Constitution, la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée législative de transition, avec en prévision des concertations avec les forces vives de la nation pour dégager une charte de la transition et désigner le nouveau président du Faso. Nous vous proposons le portrait du nouvel homme fort du Burkina, donc le capitaine Ibrahim Traoré, 34 ans. C'est avec Mamitriane Kamabou. Le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR est désormais sous le commandement d'un jeune capitaine. Il s'agit du capitaine Ibrahim Traoré. Le nouvel homme fort du MPSR est un ancien élève du lycée mixte d'Accraville de 2004 à 2006. Le capitaine Ibrahim Traoré a fait l'université de Ouagadougou, SVT, de 2006 à 2009, où il obtient une licence en géologie fondamentale et appliquée. Il rentre dans l'armée en 2010 et sort major de la 12e promotion de l'Académie Georges Namoineau de Pau, située dans la région du Centre-Sud. Ibrahim Traoré a également fait des formations d'artillerie à l'extérieur, notamment au Maroc. Ibrahim Traoré a servi dans différents détachements militaires sur le territoire burkinabé, dont celui des Namisiga, une zone en proie au terrorisme dans la région du Nord. Nommé par le président Paul-Henri Sandaogo Damiba en mars dernier à la tête du régiment d'artillerie basé à Kaya dans la première région militaire au centre-nord. Ibrahim Traoré fait partie des jeunes officiers qui ont renversé Rokaboré au profit des Damiba, mais qui étaient depuis critiques vis-à-vis du président de la transition. Le nouveau patron du MPSR a aussi fait les missions de maintien de paix, précisément la MINUSMA au Mali. Âgé de 34 ans, Ibrahim Traoré renverse le président Paul-Henri Sandaogo Damiba, accusé d'avoir trahi les idéaux du MPSR. Une réaction sur ce deuxième coup d'État du MPSR, le 9e au Burkina. Maître Benewende Sankara de l'UNIR MPS considère les événements comme un recadrage de la transition et estime que les plaintes de ce nouveau MPSR sont les mêmes portées par l'UNIR MPS en ce qui concerne notamment la situation sécuritaire. Je vous propose d'écouter Maître Benewende Sankara au micro d'Alexis Wenkouni Belemnaba. Le coup d'État du 30 septembre, qui est un coup d'État dans un coup d'État, se veut un recadrage de la transition. Si tant est que M. Damiba, l'ancien président Damiba, a trahi
les idéaux donc qui ont prévalu et qui ont justifié le coup d'État du 24 janvier, aujourd'hui il est clair que le capitaine Ibrahim Traoré voudrait procéder donc à un recadrage pour ramener la transition sur les rails. Et je pense que son discours a été clair pour dénoncer ce que nous-mêmes, en tant que Union pour la Renaissance, Mouvement patriotique sankariste uni, MPS, avons dénoncé, à savoir la restauration donc de l'ordre ancien. Il l'a également dénoncé. Ce qui a justifié le coup d'État du 24 janvier était qu'au plan sécuritaire, le terrorisme prenait du terrain et que le président Roch-Marc Christian Kaboré en était incapable de régler le problème. Malheureusement, depuis l'arrivée au pouvoir de M. Damiba, on constate que les terroristes ont pris vraiment du galon, du terrain. La preuve, Ouagadougou même semble être encerclée. Donc, au regard de tous ces aspects, ce qu'il faut plutôt souhaiter, c'est la cohésion populaire. Il faut souhaiter une véritable union de tous les segments de notre société pour que cette intention, cette volonté ne soit pas dévoyée comme cela a été le cas avec le lieutenant-colonel Damiba. Si ces bonnes intentions sont soutenues par un élan patriotique, populaire, il est clair qu'on peut même déboucher sur une transition civile, politique, souveraine. À la veille du 30 septembre 2022, le Burkina était encore dirigé par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, arrivé au pouvoir le 24 janvier à travers le premier coup d'État du MPSR, en renversant donc le président Roch Kaboré et avec la promesse d'offrir aux Burkinabés une meilleure situation sécuritaire. 5 mois après, comme prévu, le bilan dressé a suscité beaucoup de déception au sein de la population, alors qu'au même moment, les attaques terroristes donc sont de plus en plus fréquentes, pendant que le gouvernement clame une montée en puissance de l'armée. Le président Damiba va donc finalement être renversé à son tour hier 30 septembre. Retour sur ces presque 8 mois de gestion du pouvoir avec Maxime Jeune-Bambara. De l'incapacité manifeste. Lundi 24 janvier 2022, il est 17h environ, un groupe de militaires sur les antennes de la télévision nationale annonce la chute du pouvoir du président Roch-Marc Christian Kaboré. Le pouvoir est désormais entre les mains des militaires qui créent le MPSR, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration avec à sa tête le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. 96 heures après, le premier discours est livré avec l'ambition clairement affichée. Notre ambition n'est autre que de fédérer l'ensemble des énergies de notre pays pour jeter les bases d'un Burkina Faso nouveau, débarrasser des oripeaux d'une gestion politique aux antipodes des nouvelles aspirations de notre peuple. Notre agenda est unique et il est clair, la sauvegarde de notre peuple et la refondation de notre nation. Les indicateurs de mesure de la réalisation de cet agenda demeureront le niveau de restauration de l'intégrité du territoire et la qualité des actions entreprises pour la refondation de notre nation. Pour montrer sa bonne foi, un délai de 5 mois est donné au Burkinabé pour le premier rendez-vous bilan des actions qui seront menées sur le terrain. Des décisions sont prises et des réformes engagées. Il s'agit entre autres des changements opérés à la hiérarchie militaire, de la mise en place du COTN, commandement des opérations du Théâtre national, de la création de la BVDP, brigade de veille patriotique, de la création des zones d'intérêt militaire, de la mise en place du COST, Conseil d'orientation et de suivi de la transition. Mais très vite, l'espoir qui nourrissait les Burkinabés avec l'avènement des autorités militaires a commencé à s'amenuiser. La militarisation de l'administration avec certaines nominations jette le discrédit sur les ambitions réelles du MPSR.
Certains observateurs voyaient même en ces nominations une sorte de réhabilitation de l'ancien ordre déchu suite à l'insurrection populaire de 2014. Que dire de l'augmentation des salaires des membres du gouvernement qui a fait couler encre et salive? Presque 100% d'augmentation du salaire au moment où les populations demandent la réduction du train de vie de l'État. La pilule est difficile à avaler, surtout pour un gouvernement de transition. Sur le plan sécuritaire, le terme « l'armée monte en puissance » était devenu un refrain. Refrain qui n'avait malheureusement pas le même écho chez les populations impatientes de voir des actions concrètes sur le terrain, notamment dans la lutte contre le terrorisme et donc qui ne savaient plus sur quel pied danser. Pire, les attaques terroristes avaient pris une autre tournure beaucoup plus violente. Solé le 5 mai, Bourzanga le 21 mai, Natia Bouani le 20 mars, Djibo le 2 juin, Seitenga dans la nuit du 11 au 12 juin, Bourasso le 14 juillet, Barsalogo le 10 juillet, Kelbo le 25 juillet, Boulunga le 4 août, Déou le 12 septembre, l'attaque de la maison d'arrêt et de correction de Nouna le 11 mai, et tout récemment, Gaskinde le 26 septembre n'en sont que quelques exemples. Des résultats ont certes été engrangés par l'armée dans cette lutte, mais ils n'auront pas réussi à inverser significativement la tendance. Conséquence, le nombre de déplacés internes a augmenté. Entre janvier et avril 2022, le nombre de PDI a augmenté de 61 000 dans la région du Sahel pour atteindre 574 000. Au 30 avril 2022, on comptait plus de 1 500 000 déplacés internes au Burkina Faso, selon les données du CONASUR, Conseil national du secours d'urgence et de réhabilitation. Le discours bilan de l'ex-président Damiba le 5 septembre dernier, plutôt qu'un bilan, paraissait beaucoup plus un discours de diagnostic de la situation nationale. Discours qui a créé plus de frustration et de déception au sein de l'opinion nationale. À peine rentré de New York où il a tenu un discours à la tribune de l'ONU, le président Damiba fera face à une énième attaque à Gaskinde le 26 septembre dernier, celle contre le convoi de ravitaillement à destination de Djibo. Une attaque, tout comme celle d'Inata, qui a indigné plus d'un. Ce jeudi 29 septembre, des populations ont manifesté à Bobo-Dioulasso pour réclamer le départ du président Damiba. C'est dans ce climat de tension que ce vendredi 30 septembre, les Burkinabés vont se réveiller dans une situation confuse dans la capitale. Après les coups de feu d'armes entendus dans la nuit du 29 au 30 septembre et dans la journée du 30 septembre, des militaires prennent le contrôle de la télévision nationale dont le signal a été coupé et certaines artères de la capitale barrées à la circulation. Ce qui était jusque-là une rumeur se confirme dans la soirée aux environs de 20h avec l'annonce de la prise du pouvoir par le nouveau président du MPSR, le capitaine Ibrahim Traoré. Le pays des hommes intègres est désormais coutumier des coups d'État avec le 2e en l'espace de 8 mois. Mais c'est le 9e qu'enregistre le pays dans son histoire après ceux de janvier 1966, de novembre 1980, de novembre 1982, d'août 1983, d'octobre 1987, de septembre 2015 et de janvier 2022. Et à la veille du coup d'État, des mécontentements avaient été exprimés en lien avec l'attaque du convoi de ravitaillement à Gaskinde dans le Sahel. Ce drame qui a fait plusieurs morts, blessés et disparus, en plus d'importants dégâts matériels, traduit une mauvaise gestion de la situation sécuritaire par l'ancien gouvernement. C'est selon l'Union des chauffeurs routiers du Burkina Faso, UCRB, dans une sortie médiatique. Elle a aussi dénoncé le silence des autorités sur les événements. Sur un total de 207 camions transportant des vivres pour ravitailler la ville de Djibo dans le Sahel, ce sont 136 qui sont partis en flammes suite à l'attaque des groupes armés terroristes du 26 septembre dernier, selon Brahim Arabo, le président de l'UCRB, l'Union des chauffeurs routiers du Burkina. C'est ce qui ressort de cette conférence de presse animée par cette organisation syndicale. Cette attaque a fait 11 FDS tués, plusieurs blessés et des porteurs disparus. Cette situation intervient après l'explosion de la mine artisanale le 5 septembre dernier sur le même axe qui a fait 35 morts et plus d'une trentaine de blessés. Selon les informations qui nous parviennent, tout de même qu'il reste à consolider, fait état de la présence de près de 70 camions présents à Bourzanga, sur un total de près de 207 ayant quitté Kongossi le 27 septembre 2022. Face à la menace grandissante du fléau d'insécurité mettant à mal l'esprit collectif du peuple et plus particulièrement de nos braves chauffeurs,
L'Union des chauffeurs routiers du Burkina, par la présente déclaration, condamne fermement l'attaque contre les convois humanitaires où périssent les chauffeurs routiers. La mauvaise organisation sécuritaire des convois humanitaires, le silence des autorités de la transition sur la perte en vie humaine des chauffeurs routiers, la destruction et l'incendie des véhicules de marchandises. L'UCRB déplore par ailleurs que les chauffeurs ont été laissés à eux-mêmes au début des attaques des groupes armés terroristes. Nous avons été laissés à nous-mêmes parce que à quelques 20 km de Djibo, quand l'attaque a commencé, immédiatement nous avons vu certains militaires même qui nous ont laissés. Hein. Voilà, donc c'était sauf qui peut. Donc pour nous, on s'est dit que l'escorte n'était pas vraiment à la hauteur de notre attente. Et bon, au-delà de ça, c'est qu'il y avait aussi un grand flux. Voilà, sur 207 véhicules, et le nombre de militaires n'était pas vraiment à la hauteur. En cette circonstance douloureuse, l'UCRB, allié à la CSB, la Confédération syndicale du Burkina, dit être solidaire aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Aujourd'hui, nous pouvons dire trop, c'est trop. Depuis des années, nous ne pouvons pas compter le nombre de travailleurs et parmi ces travailleurs, le nombre de routiers qui ont perdu leur vie. Donc nous sommes totalement solidaires à notre affilié et nous resterons à ses côtés pour toutes les actions qu'elle entreprendra pour la défense de la vie de nos camarades. L'Union des chauffeurs routiers du Burkina déplore également que les chauffeurs routiers blessés n'ont pas été pris en charge par le gouvernement. L'UCRB lance un appel à tous ses militants et sympathisants à se tenir prêts et mobilisés pour un mot d'ordre de grève qui sera lancé dans les prochains jours. Un reportage signé Alexis Wenkouni Belemnaba et toute autre actualité à présent. La Fédération nationale des vendeurs de véhicules d'occasion s'oppose à une relocalisation à Tinguinda-Souris. Elle craint en effet la création d'un guichet unique pour la vente des véhicules automobiles. Ce guichet pour la Fédération serait en réalité comme un port sec qui ne sera d'aucun avantage pour les vendeurs nationaux. Par contre, la mise en place d'un guichet unique après-vente à Ouagadougou est souhaitée. Le sujet a été abordé donc en conférence de presse en fin de semaine. Précision avec Abdelrahim Migné. Dans les artères de la ville de Ouagadougou, l'on constate un nombre important de vendeurs de véhicules occasion. Pour réglementer et réorganiser le secteur, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina a commandité une étude selon la Fédération nationale des vendeurs de véhicules d'occasion. Le rapport de cette étude prévoit la création d'un guichet unique automobile et la relocalisation de tous les vendeurs vers un site identifié dans la commune de Tinguinda-Souris. Les membres de la fédération disent ne pas être associés à cette prise de décision et sont contre cette mesure. Ils craignent pour leur sécurité et la morosité du marché une fois délocalisés hors de la ville. La situation actuelle ne permet même pas que nous-mêmes on part en brousse. Voilà. Deuxièmement, quand tu vois tous ceux qui consomment voiture là-même, ils n'ont même pas le temps pour vous rejoindre là-bas pour payer. Voilà. Parce que les vendeurs neufs là, ils seront à Ouagadougou. Et vous qui vendez les deuxièmes, on va vous amener en brousse. Donc c'est vraiment déloyal. Donc nous-mêmes, on n'est même pas d'accord pour aller en brousse avec les véhicules parce qu'on ne pourra pas s'y porter. L'autre problème soulevé par la fédération, c'est l'instauration d'une concurrence déloyale avec les grossistes une fois cette mesure appliquée. Pour eux, le projet laisse voir la mise en place d'un port sec qui va accueillir les gros importateurs. Les Libanais peuvent amener un bateau de véhicules. Nous, on part, on paye 1, 1, 2, 2, on vient vendre. Mais si les Libanais viennent ici avec leur bateau de véhicules, là, nous, on devient quoi? Nous, vendeurs de véhicules qui est burkinabé, là, on devient quoi? C'est-à-dire notre pays là, est comme ça. Tous les jours, là, on préfère aider quelqu'un qui est ailleurs et puis laisser les gens du pays. Or que c'est pas bon. C'est pas bon, ça n'arrange pas. La Fédération nationale des vendeurs de véhicules d'occasion dit approuver l'idée de la création d'un guichet unique, mais la formule proposée dans l'étude pose problème. Nous, on veut bien un guichet unique, mais après vente. Si on vend fini, qu'on aille au guichet unique, comme pour les parcelles là, qui est déjà une bonne expérience à Ouagadougou, ici. Voilà, mais pas guichet unique en brousse.
Parce que les voitures, ce n'est pas des trucs qu'on peut amener en Brousse pour pouvoir vendre. Voilà, si on fait ça, on ne pourra pas s'en sortir. Mahamadi Nana et ses camarades entendent donc s'opposer à l'adoption du rapport de l'étude. Pour eux, la fédération est en passe de faire des propositions pour mettre fin à l'envahissement des voies par les vendeurs de véhicules d'occasion. Mais pas question de converger tous vers un même lieu situé à plus de 40 km de la capitale. Au Burkina, le nombre de cas de grossesses indésirées en milieu scolaire est de plus en plus important. C'est l'essentiel des résultats du projet d'appui à l'amélioration des droits en santé sexuelle et reproductive en milieu scolaire. Projet porté par le CRIGED, le Centre de recherche et d'intervention en genre et développement, qui, pour apporter une réponse à la situation, a mis en place un guide de conseil au profit des éducateurs et par-delà des élèves. Nous en parlons avec Alexis Wenkouni Belemnaba. Les indicateurs des grossesses non désirées en milieu scolaire ne font qu'accroître chaque année, selon une étude réalisée par le CRIGED, le Centre de recherche et d'intervention en genre et développement en mai 2022. Le nombre de cas de grossesse est plus important dans les classes d'examen, à savoir la 3e 41% et la terminale 43%. Cette étude révèle également que 71% des filles connaissent une sexualité précoce contre seulement 29% de garçons. Plusieurs facteurs expliquent cette hausse. La faible éducation sexuelle et l'influence des médias et la modernisation. C'est pour inverser cette tendance qui impacte négativement le cursus scolaire des élèves que le CRIGED veut travailler à réduire ce phénomène de grossesse non désirée en milieu scolaire. Vous savez qu'une fille qui est déjà enceinte à partir de 12, 15 ans en allant, c'est son avenir même qui est compromis. Et en général, ça affecte la réussite scolaire, puisqu'on voit que beaucoup abandonnent l'école. Donc nous sommes là pour échanger avec les acteurs du système scolaire. Nous avons fait une étude encore sur la situation, un état des lieux, que nous allons leur présenter. Cette étude indique également que 86% des élèves déclarent être conscients des conséquences des grossesses non désirées. Par contre, 14 reconnaissent qu'ils n'étaient pas conscients des problèmes irrelatifs. Pour ce fait, un guide de counseling pour la prise en charge des victimes de violences genre en milieu scolaire est mis au profit des agents de l'éducation nationale. Les enfants aujourd'hui, c'est le socle du développement. Donc, si nous ne les apprenons pas à avoir une santé sexuelle responsable, ce serait trop tard pour demain. Voilà. Donc je trouve que ce projet-là est vraiment venu au bon moment. Avant donc que nous commençons les cours, ils ont eu l'initiative donc de nous inviter à cet atelier. Je pense qu'au retour dans nos différents établissements, nous allons faire, comment dirais-je, un compte rendu fiable. Et nous allons donc faire des rencontres avec les élèves afin que cette sexualité-là soit vraiment responsable. Cette étude a concerné 5 régions, notamment le centre, le plateau central, le centre nord, le nord et le centre ouest. Au total, 20 établissements post-primaires et secondaires ont été ciblés. Une campagne de don de sang ce jeudi 29 septembre organisée par Tam Tam Group Presse en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine. Une démarche dans le but de venir en aide aux malades qui ont besoin de sang et aussi soutenir les forces de défense et de sécurité blessées au front. Cette période est en effet très demandeuse de liquides précieux. Les images de la séance de don de sang à Tam Tam Group Presse, c'est avec Mamétri Anakamabou. C'est une initiative de Tam Tam Group Presse, de TGP et entre en droite ligne de la politique de responsabilité sociétale de ce groupe de presse. Le directeur général de Truth TV Watt FM est le premier à donner l'exemple. Prise de température, remplissage de fiches et entretien avec les agents de santé, voilà entre autres les étapes auxquelles l'ensemble des donneurs a été soumis avant le prélèvement du sang. Vous savez, avec la crise sécuritaire, nous ne pouvons pas aller au front, mais on peut quand même aider ceux qui partent au front, qui sont malheureusement blessés, qui reviennent et qui ont besoin de sang, de pouvoir les aider. Nous pouvons aussi, lorsqu'on dit qu'on est burkinabé, ça dit c'est une communauté de vie. Donc nous pouvons aussi aider nos malades qui sont dans les hôpitaux et qui sont dans le besoin de sang. Et j'entendais le docteur qui parlait au téléphone, c'était pas moi, il disait ça.
qu'actuellement, il n'y a aucune poche de sang dans la banque de sang. En fait, à peine c'est rentré, à peine c'est sorti. C'est-à-dire que la demande est forte actuellement. Et donc, c'est une invite à tout un chacun à venir faire le don de sang pour sauver des vies. Employés, auditeurs et téléspectateurs, ils étaient nombreux à répondre présents à l'appel de Tam Tam Crew Press. Cette initiative de don de sang a été organisée dans le but de sauver des vies des malades et des FDS blessés au front. Les responsables de la radio nous ont fait part de la nouvelle et nous ont demandé de venir faire le don de sang. Nous sommes venus alors ce matin avec des auditeurs d'autres radios et nous invitons ceux qui ne sont pas encore venus à bien vouloir se déplacer pour le don. C'est une bonne initiative parce qu'en ce moment il y a manque de sang et cela est dû à la situation sécuritaire du pays, au paludisme mais aussi aux accidents. Vraiment, le centre est dans le besoin. J'ai décidé de donner mon sang parce que je trouve que c'est un acte de solidarité et je me mets aussi un peu à la place de ces personnes-là qui sont dans le besoin. Je me dis que ça aurait pu être moi et donc je ne ménage aucun effort pour sauver des vies. J'ai été informé qu'il y a un don de sang aujourd'hui. Nous invitons les auditeurs à faire le don de sang. Si toutefois il y a une autre campagne de don pour permettre aux agents de collecter plus de sang. C'est l'objectif de notre présence et nous souhaitons beaucoup de courage aux infirmiers afin qu'ils puissent continuer leur travail. Et après ici, il y aura une autre campagne au sein d'une autre radio, car cela est une bonne chose et si nous le faisons ailleurs, ça serait encore mieux. Les poches de sang ainsi collectées permettront de ravitailler les banques du Centre national de transfusion sanguine en produits sanguins au profit des demandeurs. C'est pourquoi le docteur Jean-Étienne Kwanda invite toutes les entreprises du Burkina Faso à emboîter les pas du DTGP en organisant des campagnes de dons de sang, surtout en cette période dite difficile pour le CNTS. Il est très bien qu'aujourd'hui nos entreprises puissent comprendre qu'ils peuvent accompagner le centre de transfusion sanguine pour véritablement résoudre le problème d'approvisionnement en sang. Nous voulons simplement que toutes les entreprises qui puissent véritablement nous accompagner en intégrant cela comme une activité à part entière. Le Centre national de transfusion sanguine invite la population à participer de façon continue aux différentes campagnes de dons de sang. Les femmes sont aussi interpellées car selon Dr Kwanda, elles ont la capacité de faire des dons de sang jusqu'à 4 fois dans l'année. Et puis la lauréate du prix de la femme policière de l'année des Nations Unies édition 2022 est arrivée à Ouagadougou dans l'après-midi jeudi dernier. L'adjudant-chef Alizeta Kaboré Nekinda a été accueillie à l'aéroport international de Ouagadougou. Sur place, le ministre en charge de l'administration territoriale, le directeur général de la police nationale ainsi qu'une forte délégation des femmes policières. Les images avec Linda Sarah Kaboré. L'arrivée de l'adjudant-chef Alizeta Kaboré était prévue pour 16 heures. Déjà à 15 heures, c'est la mise en place du comité d'accueil. Les collègues de la lauréate du prix de la femme policière de l'année se mobilisent pour accueillir la star du jour. Le ministre Omer Bationo et le directeur général font également leur entrée à l'aéroport international de Ouagadougou. À 16h10 précises, la lauréate arrive avec son prix à la main. Elle reçoit les félicitations du ministre en charge de la sécurité ainsi que de sa hiérarchie. Pendant ce temps, le comité d'accueil s'impatiente. C'est une grâce. Voilà. C'est une grâce et nous venons l'applaudir pour ce qu'elle a fait durant son séjour aux Nations Unies. L'adjudant-chef est le point focal pour les questions du genre au sein de la mission multidimensionnelle intègre des Nations Unies pour la stabilisation au Mali depuis le 16 septembre 2020.
Grâce à ces efforts, un grand nombre de victimes de violences sexuelles et de violences basées sur le genre ont signalé leur cas aux autorités et ont reçu des soins médicaux. Ces efforts ont également porté, entre autres, sur l'augmentation du nombre de filles dans les écoles. C'est avec fierté qu'elle a donc reçu cette distinction. Quand je suis arrivée dans la région où on m'a déployée, pratiquement les femmes ne dénonçaient pas les cas de viol, de violences sexuelles à leur rencontre. Mais avec mes sensibilisations, elles ont commencé à porter plainte. Quand je suis arrivée, c'était 0 cas. Mais je les ai encouragées à dénoncer pour que cesse l'impunité. Et elles ont dénoncé de 0 cas. Nous sommes arrivés à 3 cas par mois. Et également, j'ai appuyé les forces de sécurité maliennes dans la promotion et la protection du genre dans leurs activités quotidiennes. Vraiment, c'est une fierté pour moi. C'est tout naturellement un sentiment de fierté qui anime le ministre en charge de la sécurité, qui exprime l'espoir que ce prix inspire les femmes et les jeunes filles qui embrassent une carrière dans les forces de défense et de sécurité. Il faut préciser qu'elle est la deuxième du Burkina à obtenir ce prix. Et ce prix est très important et ce prix fait honneur non seulement à la police nationale, au ministère en charge de la sécurité et à tout le peuple du Burkina. Il était tout à fait normal que le gouvernement donc partage cette joie, cette fierté et vienne l'accueillir pour lui transmettre donc la reconnaissance du gouvernement et des populations tout entières pour le travail qu'elle a abattu. En rappel, après 22 ans de carrière à la police nationale, c'est le 31 août dernier que l'adjudant-chef Ali Zeta a reçu son prix au siège des Nations Unies. Après avoir présenté son prix aux autorités à la nation burkinabé, elle retournera au Mali pour terminer sa mission, a-t-elle confié. Et voilà pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite en compagnie de nos programmes. Je vous retrouve très vite la semaine prochaine.